Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur D8 pour un nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit dans lequel nous allons poursuivre la lecture du roman de Jérôme Attal que vous avez commencé à suivre en compagnie de Laura Gudis et de Louise Pasto lors des précédentes émissions. Je vous le montre, il est ici, il s'intitule « Aide-moi si tu peux » et il est paru aux éditions Robert Laffont. Mais ça sera dans quelques secondes car pour l'heure, il est temps d'ouvrir une nouvelle rubrique des questions-réponses. Vous le savez, c'est votre espace d'expression. Vous m'envoyez vos tweets, vos messages via Facebook, vos mails ou même vos courriers postaux si vous le souhaitez. Et surtout, vous m'envoyez vos propres textes et je les lis ici à l'antenne. Alors, ça peut être des remarques, des suggestions concernant l'émission. Ça peut être aussi simplement des suggestions de lecture pour partager ici vos coups de cœur ou vos coups de gueule littéraires. Mais aussi, je le disais, ça peut être vos propres textes et je les lis ici à l'antenne. C'est une manière de partager avec la communauté de voyageurs littéraires nocturnes. Et ce soir, le texte que je vais partager avec vous tous, il s'intitule Crépuscule. Il nous a été envoyé par son auteur Josette Hersante via le site ipagination.com que je vous invite évidemment à aller visiter. Découvrons donc ce joli poème intitulé Crépuscule et signé Josette Hersante. Très belle écoute à vous. Crépuscule par Josette Hersante via ipagination.com. C'est l'heure d'où, sous la chaleur, tombe en donnant du souffle aux fleurs. Tout le jardin semble accueillir les effluves de leurs soupirs. Seules les pierres ont en mémoire de la chaude journée d'histoire. Les souvenirs, dans leur grimoire, ne seront pas sortis ce soir. Fini, semaille et moisson, les désirs et les passions, les fins de phrases ont ce ton bas des voix qui s'éteignent déjà. Immarcessibles sont les fleurs, poussées un jour au fond du cœur, l'âme respire le cadeau que sont la paix et le repos. Josette Hersante. Merci beaucoup Josette d'avoir partagé avec nous ce joli poème intitulé donc Crépuscule que l'on retrouve sur le site ipagination.com sur lequel on peut commenter évidemment et du coup entrer en contact direct avec l'auteur. C'est toujours un chouette moment de partage que de pouvoir échanger directement avec les auteurs, leur dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, va voir ce que j'écris, c'est le même style, fais pas avoir, tu pourrais lire d'autres trucs de moi, etc. etc. Tout ce qu'on peut échanger avec un auteur. Voilà, alors vous continuez, vous réagissez, vous nous dites ce que vous pensez de ce poème Crépuscule avec le hashtag officiel de ce programme qui est le hashtag VBN et qui vient de s'inscrire en bas de votre écran. Vous continuez évidemment de réagir tout au long de cette émission pendant que l'on va suivre sûrement mais lentement, tranquillement la suite de la lecture de Aide-moi si tu peux signé Jérôme Attal et paru chez Robert Laffont dont je vous montre ici la couverture. Voilà, une très jolie couverture avec une jeune femme assise au centre de ce qui semble être un disque vinyle sur lequel a l'air de tourner le monde puisque les dessins sont des maisons, des voitures, des gens qui marchent, voilà. Donc, alors pour ceux qui ont suivi les précédentes émissions, vous savez de quoi ça parle, vous étiez avec, comme je le disais tout à l'heure, Louise Pasto et Laura Gudis. Pour les autres, ce que je vous propose, c'est d'avant d'attaquer la suite de cette lecture, de vous lire très rapidement les quelques lignes de la quatrième de couverture, comme on dit, le pitch, comme le disait Ardisson. Comme ça, vous aurez un petit peu un avis sur ce que ça raconte et vous aurez aussi surtout une porte d'entrée vers ce récit pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la lecture. Écoutez tout cela. Il est toujours prêt à dégainer un bon mot comme certains brandissent leur revolver. Stéphane Caglia n'est pas un flic comme les autres. Pour échapper à la violence urbaine qui est son quotidien, il se réfugie dans les années 80, les années de son enfance. Traqué par un tueur à la solde d'une mystérieuse secte, il va devoir enquêter sur la disparition d'une jeune fille, liée à une série de crimes. Tamara, 17 ans, postait sur Internet des reprises de chansons des Beatles. Là est peut-être la clé de l'énigme. Voyons donc la suite de la lecture de ce thriller autour des Beatles qui est signé Jérôme Attal et qui s'intitule « Aide-moi si tu peux ». J'eus ensuite pour projet de décrocher le miroir intérieur incrusté sur le pare-soleil de la place Passager et de le tendre à l'élégant, telle une arme redoutable. Découvrant sa dégaine, il était à parier qu'un homme de son standing ne renâclerait pas au suicide comme un acte de bon goût. Je descendis de voiture. Mon assaillant était dans un sale état, genoux à terre, pantalon déchiré. « Alors le crado !» lui balançai-je.
Va y avoir des frais d'imprimerie pour changer ton pseudo sur les cartes de visite du souterrain stellaire. Il se releva d'un trait et sortit de la doublure de sa veste un revolver au canon effilé, muni d'un silencieux. Fini le double jeu, John. Dis-moi où t'as planqué l'argent en Suisse, et je te laisserai peut-être la vie sauve. Planquer l'argent en Suisse? Comme si j'étais le seul. Change un peu de cible, veux-tu? Et je prendrai de vraies vacances. Désolé, Franjo. Je vais t'envoyer en enfer. Ils sont en train de construire un bungalow à ton nom, et je recevrai une alerte email dès qu'il sera occupé. Dès qu'il eut prononcé son petit speech, on entendit nettement son téléphone biper, ce qui nous étonna tous les deux. Super, dis-je. Ça marchera à tous les coups. Comme tous les rendez-vous avec la gloire, c'est une question de timing. Et toi, John, t'as de la chance. C'est avec la gloire éternelle que t'as rencard. Il leva un cran son avant-bras, résolu à m'envoyer précipitamment dans l'autre monde. Derrière son épaule gauche, je vis Prudence se relever et prendre peu à peu conscience de ma situation plus que désespérée. Il me fallait juste gagner une poignée de secondes supplémentaires. Voilà à quoi tenait ma misérable vie en cet instant. J'improvisais. J'espère que c'est pas un meublé. Pardon? Fit l'élégant. Le bungalow que tu m'as fait construire en enfer. J'espère que c'est pas un meublé, parce que j'aime bien organiser la déco à mon goût. C'est ta dernière chance, John. À quel endroit en Suisse? Réfléchis 2 minutes. C'était toujours ça de gagner. Même si je te donnais un lieu, comment saurais-je avec certitude que c'est le bon si tu me descends après? T'as besoin de moi vivant, mec? La lenteur avec laquelle Prudence Sparks se remettait sur ses jambes et récupérait ses esprits m'impressionnait. Parfaitement. Besoin de moi vivant. Tu connais la règle numéro 4 de la charte du souterrain stellaire. 4. Ne jamais dire la vérité, surtout si c'est sous la menace d'une arme. L'élégant s'intéressa au précepte que je venais de lui rappeler, mais au lieu de baisser son arme et de renoncer à me refroidir, il la pointa de plus belle en ma direction et se contenta de dire « Eh ben tant pis pour l'argent, de toute façon, il n'y en aura jamais assez pour racheter le passé. Adieu. » J'aurais dû comprendre depuis longtemps qu'au vu du monde cradingue que les gens de ma génération laissaient en héritage, un champion de l'élégance ne pouvait être devenu qu'un fiefé nihiliste. Heureusement pour moi, ma coquetterie, qui avait retrouvé tout son allant, se rua dans les jambes du tueur en exécutant un spire par l'arrière. Le revolver silencieux vola dans un parterre de fleurs. À terre, Prudence immobilisa le criminel en lui écrasant ses genoux sur son torse avec une supériorité précaire. L'élégant se débattait d'une force spectaculaire pour la finesse de son apparence. Comme il n'était pas question que je tire avec mon arme de service, mon MR73 n'était pas meulé, je me précipitai vers le massif d'Hortensia. À ce moment, ce n'est pas d'un flingue dont j'aurais eu besoin, mais d'un sécateur. « Qu'est-ce que vous fabriquez, capitaine ?» me lança Sparks. « Vous croyez que c'est le moment de faire du jardinage ?» Je la sentais faiblir, sa voix désespérée vibrant dans les aigus, ses mains luttant afin de tenir en respect les bras de son ennemi, mais celui-ci l'emportait en force, et bientôt il la frappa de nouveau au visage, puis la retourna comme une crêpe. Il se tenait maintenant au-dessus d'elle. Il eut même assez d'aisance pour sortir de la manche de sa veste un couteau qu'il plaça sous la gorge de Prudence, décidé à lui trancher la gorge sans la moindre sommation. Pourtant, il hésita un instant, levant les yeux droit devant lui pour vérifier la provenance des bruits de pas qu'il pressentait se rapprocher à intervalles de plus en plus réduits en sa direction. Calmement, le silencieux à la main, je m'approchai et dis « File-moi leur numéro, pour que je leur dise de changer le nom de la sonnette du bungalow, avant de lui loger une balle entre les 2 yeux. » Pow! Nous remontâmes à bord de la Mini Cooper. Je l'ai entendu parler de Suisse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Suisse? Écoutez, Sparks, on va faire un deal. Je vous demande pas ce qui s'est passé à Londres, et vous me demandez pas ce qui s'est passé en Suisse. Prudence acquiesça. Je commençais à avoir cette fille dans la peau. Chapitre 11. 3 jours plus tard, je prenais le RER A dans le sens ouest, terminus Saint-Germain-en-Laye. Prudence Sparks avait pris rendez-vous dans le lycée privé où était scolarisée Tamara Georgin, dans l'intention que nous interrogions un par un les élèves de sa classe afin d'établir un puzzle de confidences, de points de vue et d'anecdotes qui nous donnerait, une fois chaque pièce ajustée dans son ensemble, un portrait plus vrai que nature de l'insaisissable adolescente. Le proviseur,
Un quinquagénaire aux cheveux poivrés sel qui ressemblait à s'y méprendre à l'acteur qui jouait le directeur d'antenne dans le Colaro Show avait dans un premier temps mis à notre disposition la salle des profs, mais plusieurs individus avaient protesté, invoquant que la police n'avait rien à faire dans un tel lieu, que nous aurions pollué l'air de notre présence fascinante, le genre de propos qu'il faut se coltiner de la part des connards qui nous crachent dessus jusqu'au jour où leur fille unique se fait enlever par des dégénérés, et là, tout d'un coup, comme par enchantement, séjourner porte ouverte. Un peu à l'image de ces bonnes femmes qui ne donnent jamais un centime aux pompiers pour leur calendrier de fin d'année, mais qui sont les premières à les appeler quand elles se coupent un doigt avec un épluche légumes. Le bâtiment qui servait de vestiaire étant un réfectoire, nous atterrîmes donc dans une salle au dernier étage d'un bâtiment préfabriqué, réservé aux cours d'instruction religieuse et doté de plusieurs chaises en bois et aux pieds en métal, d'un chevalet portant une icône et d'un crucifix suspendu à côté de photos d'élèves en tenue de ski ou de premier communion. Notre plan était que Prudence interroge les filles et moi, à l'autre bout de la pièce, les garçons, à l'exception des personnes signalées par la mère de Tamara et dont elle nous avait communiqué les noms, notamment une dénommée Angélique Puech. Celle-là même qui s'était fait tatouer des inscriptions sur le haut des cuisses et que nous avions prévu d'interroger conjointement. Par la vitre sale du RER, je vis défiler les quartiers de Nanterre, ville qui abrite le siège central de la lutte contre le crime organisé, puis la petite commune paisible de Rueil-Malmaison, sur la rive gauche de la Seine, avant que les rails ne me transportent vers les quartiers huppés de Chatou et ses grandes maisons en meulière au jardin vivifiant. Finalement, j'étais soulagé que l'élégant ait été mis hors circuit. À un certain degré de corruption, je ne pensais pas qu'un homme puisse être capable de rédemption. Or, je sais par expérience que la plupart des crapules de son calibre donneront des récidivistes, de la même manière qu'une personne qui fait des régimes draconiens tous les 2 ans, se remettra à se goinfrer à la première occasion. Il existe dans ce monde des pourritures qui sont des ogres avant d'être des humains et que la société force au régime. Je m'en voulais de penser comme ça au moment où j'allais me retrouver dans une petite salle dédiée à la présence du Christ parce que ma façon de penser était loin du message de notre Sauveur. Je m'en rendais compte. Ça m'embarrassait pas mal. Mais j'avais dépassé les 33 ans. J'avais plus d'expérience sur terre que le Fils de Dieu et j'étais certain que si on lui avait permis de passer davantage de temps parmi les hommes, il aurait vu que la plupart des manants qu'il avait remis dans le droit chemin auraient été tentés de se laisser aller à leurs vieux démons dès la première occasion. Ce qui me soulageait, c'est que de toute évidence, l'élégant n'était pas lié à l'affaire du double homicide de plus tôt. Il m'avait simplement collé au train depuis mon arrivée gare de Lyon, aussi tenace qu'une publicité sur votre navigateur internet pour un article que vous avez consulté sans dégainer la carte bancaire. Que la voisine ait repéré sa présence depuis sa fenêtre fut sans doute dû à son habileté ou à celle de Mangin à avoir infiltré mon cellulaire. Peut-être même qu'ils avaient réussi à mettre le smartphone de Brouzemiche sur écoute. D'un autre côté, ce qui me chagrinait avec cette histoire, c'est que je ne croyais pas non plus à la réinsertion de Mangin dans le commerce de vin, ce dernier ne m'ayant pas découragé quand je lui avais demandé si d'autres membres du souterrain stellaire se promenaient dans la nature. À tout moment, il était probable qu'on vienne me demander de rendre des comptes sur celui que je venais d'ouvrir en Suisse. Que ce soit le trésor public ou ce que l'Europe contient de gredins, jamais l'argent que vous possédez ne dort sur 2 oreilles. Il fallait donc que je sois constamment sur mes gardes. Je me souvenais d'un film de 1980 avec Delon, tiré d'un bouquin de Jean-Patrick Manchette, qui, sous la direction de Jacques Deray, s'intitulait « 3 hommes à abattre ». Dans l'épilogue du film, quand on croit Delon tiré d'affaire, il se fait descendre comme un chien tandis qu'un type qui vient de lui demander du feu lui immobilise les mains. Heureusement, j'avais arrêté de fumer depuis un bail parce que j'en avais assez de rentrer chez moi en empestant le tabac froid et de dépenser toutes mes primes en frais de pressing. Au Vésinet-le-Pec, il y a 2 jeunes qui sont montés dans mon compartiment et ont commencé à mettre leurs pieds sur les sièges d'en face, tout en faisant écouter au monde entier leur musique de dégénérés, comme si la rame du train était leur chambre d'ado. Même s'il ne restait qu'une seule station pour atteindre le terminus à Saint-Germain-en-Laye, ça m'a foutu le moral à zéro.
Faut dire que j'ai déjà tendance à trouver la société déliquescente et je blâme ma génération pour ça. Même les gamines qui ont été bien élevées à la fin des années 70 ou 80, vous les entendez ponctuer leurs conversations de merde, bordel, putain et rivaliser de grossièreté dans leurs paroles, leur attitude et leur dégaine. Des choses que jamais leurs parents ne se seraient permises. On pourrait me traiter de réactionnaire, mais c'est parce que je trouve les années 80 plus belles et que je suis heurté en permanence par les sans-gêne et la vulgarité de mes contemporains. Ou même parce que je travaille dans la police, que je suis réac. Si j'écoutais Daniel Guichard, ok, on pourrait me traiter de réac. Mais j'écoute Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques, il n'est pas réac. Bref, j'en veux beaucoup à ma génération d'avoir tout gâché en se comportant n'importe comment à la moindre occasion. Je m'interromps quelques secondes, c'est assez rigolo parce qu'on imagine que ce roman que j'ai entre les mains a forcément été écrit bien avant la polémique de la chanson des Enfoirés jugée réactionnaire, hein, vous vous en souvenez, hein, celle de signée Jean-Jacques Goldman, et c'est du coup assez drôle de le voir se dédouaner du fait d'être réac en disant j'écoute Jean-Jacques Goldman, comme si c'était voilà la carte absolue pour dire je suis pas réac, alors que justement notre cher Jean-Jacques Goldman, qu'on adore, qu'on aime, qui est talentueux au possible, vient d'être taxé d'être réac sous couvert d'une polémique qui attaquait donc cette fameuse chanson dont vous vous souvenez tous, hein, et dont là tout de suite j'ai oublié le titre, mais voilà, où il y avait une espèce d'opposition comme ça, fictive forcément entre les jeunes et les vieux, qui était le prétexte à mettre en scène eh bien, les clichés qu'ont les uns par rapport aux autres et les autres par rapport aux uns. Et quand on prend ça au second degré, on a tous bien compris que c'est prétexte à mettre sur la table tout un tas de clichés pour justement les démonter. Mais dans un premier temps, cette chanson a fait polémique autour du fait que Jean-Jacques Goldman soit réac, et donc c'est assez rigolo de voir ça. Et on se dit, c'est rigolo comme parfois les auteurs peuvent avoir ce coup de génie de mettre sur le papier quelque chose qui peut être un petit peu prémonitoire d'une manière ou d'une autre. En tout cas, voilà, on l'entend, et c'est assez intéressant et assez rigolo. Reprenons donc cette lecture par le bref, hein, justement, que nous envoie notre narrateur. Bref, j'en veux beaucoup à ma génération d'avoir tout gâché en se comportant n'importe comment à la moindre occasion. Tiens, si j'avais su comment les choses tourneraient, si j'avais pu me projeter dans l'avenir quand j'avais 14 ou 15 ans et qu'on avait fait ce voyage scolaire jusque sous les chutes du Niagara, j'aurais balancé toute ma classe hors de ce bateau. Tout ce qui déroge à la politesse est pour moi le premier stade d'une infraction prête à prendre de l'ampleur. Dans notre compartiment, je comptais 2 grands-mères, 2 hommes en costume qui lisaient des revues immobilières et 3 jeunes filles. Plus ces 2 zigotos qui se croyaient malins avec leur musique nasillarde à pleine puissance, ces 2 zigotos qui se croyaient malins avec leur musique à pleine puissance. Personne n'allait risquer l'embrouille pour une station. Pourtant, j'ai pensé à mon père, qui n'aurait pas permis de laisser la chienlit s'installer dans la résidence où nous habitions, pas plus que dans un compartiment de RER. Alors, je me suis levé et je me suis avancé vers les 2 énergumènes. La musique provenait d'un dernier modèle de téléphone à la mode. Les 2 gugus s'extasiaient sur le smartphone. L'un, un maigrichon aux yeux bleus, arrogant, qui avait les joues grêlées de fines cicatrices et le nez sévèrement amoché, sans doute une rixe récente, disait à son comparse un petit gros aux cheveux courts qu'il avait failli le revendre et puis qu'au dernier moment, il l'avait gardé pour lui. « Pourquoi, messieurs, les interrompis-je, ce téléphone n'est pas à vous ?»« Si, c'est à nous, » répliqua le jeune au regard bleu et brutal. « Bien sûr. Et monsieur Bobard est votre prof d'histoire. » Les 2 mômes se regardèrent comme si je venais de leur parler chinois. Je n'aimais pas du tout leur attitude. « Hé, les pitériques, vous ne seriez pas mieux en cours pour réciter sur l'estrade la fable de la cicrane et de la fourmi ?»« Le téléphone, on l'a trouvé, » dit le petit gros dans un gloussement. « Ça vous pose un problème? Vous êtes de la police? »« Bingo !» dis-je en sortant ma carte tricolore de la poche de mon jean noir huilé. « Il y a peut-être de la police des objets perdus ?» intervint l'autre garçon avec un air de défi. « Non, répliquai-je, de la police des baffes qui ne sont pas volés. » Et aussitôt, je lui envoyai une gifle sonore qui eut le mérite de le redresser sur son siège, ses pieds touchant le sol sans délai. « Voilà, dis-je, c'est comme ça qu'il faut se tenir en société. » Le petit gros ôta ses chaussures de la banquette d'en face sans se faire prier, même pour les 3 minutes restantes, le temps idéal d'une chanson de 45 tours. Je me mis en tête de leur faire la leçon. Moi aussi, parfois, j'ai envie de me comporter comme un connard.
de ne faire aucun effort pour me hausser à mon meilleur niveau, aucun effort pour avoir la sensation de rendre par ma présence sur terre un peu de ce qu'on me donne à y voir en merveille. Moi aussi, je suis tenté de me comporter comme un porc égocentrique qui n'en a rien à braire, de rien, ni de personne, qui dérange les autres, sans en mesurer les conséquences, et qui prend tout ce qui n'est pas de sa responsabilité pour une décharge publique. Mais c'est ce foutu monde, les gars, qui est de votre responsabilité. Alors soit ça vous fait triper de regarder en boucle la vidéo de James Foley en train de se faire égorger par des pourritures de barbares, soit vous prenez vos responsabilités et vous faites en sorte que ce genre d'horreur n'arrive jamais chez nous, en commençant par respecter ce qui nous entoure. Eh monsieur, ce que vous racontez là, on n'a égorgé personne nous, hein. Eh bien vous voyez, vous êtes un peu civilisés. Il y a encore une once d'espoir quand vous prenez conscience de vos possibilités. Remontez la pente, les gars. Ayez une haute opinion de votre passage sur Terre. Et en attendant, je confisque ce téléphone. Au terminus, en gare de Saint-Germain-en-Laye, ils s'extirpèrent du compartiment sans broncher. Pas même une bordée d'insultes envoyées dans ma direction. J'estimais que cette soudaine parcimonie dans la violence verbale qui était leur marque de fabrique, sinon leur point de ralliement, n'était pas tout à fait due à l'impression que ma carte de police avait produite sur eux, pas plus qu'à la révélation qu'avait donnée mon discours sur leur conscience engluée comme un pois chiche dans la semoule de leur journée, mais simplement parce que ni l'un ni l'autre n'avait envie de se prendre une nouvelle rouste. À vrai dire, j'étais un spécialiste de la torgnole et du coup de boule. J'avais fait mon apprentissage dans les années 80. J'avais de qui tenir. Mes maîtres en la matière étaient pour le coup de boule Gérard Depardieu dans les films de Francis Weber, La Chèvre 1981, Les Compères 1983 et Les Fugitifs 1986, et pour la torgnole Bud Spencer dans Quand faut y aller 1983, Attention les dégâts 1984 et Les Super Flics de Miami 1985. Film que j'avais visionné des dizaines de fois grâce à ma mère qui travaillait à Paris, rue Tête-Bout, proche d'un vidéoclub et qui, la première dans notre voisinage, avait décidé de rapporter à la maison une fois par week-end des films jamais passés auparavant à la télé. Le rituel était le suivant. En fin de semaine, j'attendais avec impatience qu'elle rentre du travail, mon choix de film coché sur une liste photocopiée fournie par le vidéoclub, et si j'avais déjà bien entamé mes devoirs, j'avais le droit de regarder la cassette dès le vendredi soir. Or, je devais amortir le prix de location de la cassette comme nul autre de leurs clients, puisque dès le lendemain, je la visionnais une deuxième fois, non pas le samedi soir traditionnellement réservé à l'émission de variété de la deuxième chaîne en famille, mais le samedi après-midi, avec les copains du voisinage, prenant autant de plaisir à leur faire découvrir le film qu'à le regarder seul une première fois. Si mes devoirs étaient finis, j'avais le droit de le regarder une troisième fois le dimanche, entre l'heure du bain et celle du dîner. Cette fois, pour pouvoir m'en souvenir et le raconter à mes copains de collège dans la cour de récréation le lundi matin. Ces trois visionnages à des buts différents m'enthousiasmaient tout autant et me donnaient à appréhender les dimensions magiques et multiples des films de cinéma. Je me souviens que sur cette liste, il y avait des films mythiques, tels ceux des Monty Python, la série potache des Porky's, qui, pour une raison que j'ignore, semble être resté à jamais perdu dans les années 80. Les Flics de Beverly Hills, avec Eddie Murphy, les Police Academy et les films de John Carpenter. Il fallait, en outre, impérativement rendre au vidéoclub la cassette rembobinée. Et puis, Canal+ est arrivé à la maison, et les week-ends tant attendus de la cassette choisie sur la liste des films a été révolu. Débarquant sur l'esplanade du château, je pris le bus dont le numéro m'avait été indiqué par Sparks et qui me déposerait une dizaine de rues plus loin, pile devant l'entrée de l'établissement scolaire. Me déplaçant jusqu'à un siège inoccupé, je contemplais le téléphone que j'avais confisqué au gamin. Le genre de modèle très haut de gamme qui n'avait jusqu'ici pas été à ma portée, mais que je pourrais sans mal me payer après l'opération effectuée en Suisse. J'appuyais sur l'icône verte de la taille d'un pouce, avec en sous-milieu une bulle blanche de conversation, et fit distraitement défiler les noms qui se trouvaient inscrits en gras, au-dessus des amorces de messages de texte. Quelle ne fut pas ma surprise quand rapidement je tombais sur le prénom suivant, Tamara.
Je gardais le téléphone volé dans ma poche et l'information pour moi, pour le moment, en rejoignant Sparks qui m'attendait, debout contre la portière de sa Mini Cooper dont la vitre avait été réparée, garée sur une place de parking devant l'établissement scolaire. Les sourcils levés, la jeune inspectrice regardait par-dessus ses lunettes de soleil en ma direction, sans doute étonnée par le dessin qui se découvrait entre les pans de ma veste bleu marine, un imprimé à l'effigie du capitaine Albator posant devant son vaisseau à pavillon noir, l'Atlantis. En guise de salutation matinale, elle me colla sur la poitrine l'enveloppe blanche de dimension A4 qu'elle tenait entre les mains. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Les photos prises par Bernard, votre copain de l'IRCGN, dans la chambre de la première victime. Vous les avez regardées ? Elles sont à votre nom, et je n'ai pas pour habitude d'ouvrir les lettres qui ne me sont pas destinées. C'est pour ça que Bruce Mich m'a collé avec vous. Il m'a dit que vous n'aviez pas ma pudeur pour ce genre de choses. Je décidai d'attendre pour lui dire que je venais de passer tout le trajet en bus à fureter dans les messages d'un portable qui ne m'appartenait pas, et même si c'était pour les besoins de l'enquête. Certaines femmes obéissent parfois à une logique que je qualifierais d'irrationnelle, et je ne comptais pas brûler mes chances auprès de ma séduisante coéquipière. Je l'imaginais tomber follement amoureuse de moi au bout de plusieurs jours d'enquête, comme deux acteurs qui ne se sont jamais croisés auparavant et se retrouvent castés pour le même film. Alors, après des semaines d'idylle parfaite et au moment où je lui eusse fait la proposition d'emménager avec elle, elle aurait très bien pu me balancer au visage « Désolé, capitaine, ça ne marchera pas. Je ne pourrai jamais vous faire confiance. Je sais que vous fouinez dans les téléphones qui ne vous appartiennent pas. » À cela, j'aurais eu beau plaider pour ma défense, mais c'était pour les besoins d'une enquête. Quelque chose se serait intimement brisé entre nous, qu'elle ne m'aurait jamais pardonné par la suite, préférant un beau jour fuir dans les bras d'un inconnu qui aurait la nouveauté pour lui et dont les mystères attachés à sa personne ne seraient pas encore retournés comme des cartes de poker en incorrigible tard. Au mois de juin, le lycée prenait des airs de fin du monde. Du moins de fin des cours, une ambiance particulièrement détendue où les punitions et les rappels à l'ordre tombaient désormais sans grande conviction. Le proviseur nous accueillit en nous répétant 4 fois par phrase « Notre cher et pauvre enfant », une pointe de sanglot dans la voix, sans savoir si ses pensées désolées s'adressaient à Tamara Georgin qui avait disparu, ou bien à la tête retrouvée dans le compartiment congélateur d'un pavillon de Puteaux, une nouvelle qui, bien que dépourvue de la moindre image sensationnelle, passait depuis la veille en boucle sur les chaînes d'information. C'était un laïc, et sa cohabitation avec cette institution tenue depuis des décennies par des frères des écoles chrétiennes semblait l'angoisser en permanence, comme si le week-end, il se livrait à une vie de turpitude qu'il essayait soit de dissimuler, soit d'en faire pénitence dès le lundi venu. Il nous précéda dans les escaliers, se retournant à plusieurs reprises vers Sparks, qu'il manqua de renvoyer dans une des classes, tellement vue de 3 marches supplémentaires, on eût pu la confondre avec une lycéenne. Nous nous assîmes chacun sur une chaise, Prudence près de la fenêtre ouverte, moi dans un coin opposé à la porte, paré à recevoir la trentaine d'élèves qui constituaient la classe de Tamara Georgin. La procédure était simple. Chaque nouvel arrivant allait s'asseoir face à moi pour les garçons, auprès de Prudence pour les filles. Nous leur demandions de décliner leur identité et de nous dire les rapports qu'ils entretenaient avec Tamara Georgin. Et enfin, ce qu'ils pensaient sincèrement de la jeune fille, les termes qu'ils auraient employés s'ils avaient dû la décrire en 2 ou 3 mots. Très vite, après le passage d'une demi-douzaine de garçons, j'eus le droit au mot « pute », accompagné ici d'un ricanement, là d'un reniflement, ce qui me fit sortir de mes gonds. Je me levai pour coller une baffe magistrale à l'espèce d'ectoplasme en pantalon de survêtement qui venait de prononcer l'injure, mais me fit rappeler à l'ordre par les regards outrés et plaintifs de Prudence Sparks, assise à l'autre bout de la pièce, et du Christ en croix accroché au-dessus de ma tête. Très vite aussi, le nom d'un certain Brandon apparut. Une forte tête, à ce qu'il semblait. Un bully. Les élèves l'évoquaient avec un mélange compliqué de terreur et d'admiration. Je me languissais de la voir en face de moi. Mais ce fut d'abord Angélique Puech, apparemment la meilleure amie de Tamara dans sa classe, qui franchit le seuil de la salle de catéchisme et requit notre entière attention. Je demandai à la jeune fille de se diriger vers ma partenaire et attrapai une chaise pour les rejoindre. Qu'allait dire cette fameuse mademoiselle Puech, la meilleure amie de la victime,
à nos deux enquêteurs. C'est une question qui va rester en suspens pendant quelques temps, puisque vous l'avez compris, cette émission va toucher à sa fin et qu'on se retrouvera lors d'un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit pour lire la suite de ces aventures et la suite donc de ce roman de Jérôme Attal intitulé Aide-moi si tu peux et paru chez Robert Laffont. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci infiniment à Pavol qui était à la réalisation, Camille et Jean-Christophe qui étaient à la préparation, et merci à vous d'avoir suivi, et à Damien au son évidemment que j'étais en train d'oublier bêtement, merci de me l'avoir rappelé dans l'oreillette, et merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne, comme je le disais, rendez-vous dans un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit pour la suite de cette lecture, et d'ici là je vous souhaite une très très belle fin de nuit. À très vite, bye bye.